Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous avoir ici ce soir pour la conférence qui va porter sur l'impact de la technologie en santé. Je suis Christelle Chalonneau, la directrice générale du Centre d'entrepreneuriat de Polytechnique et de l'Université de Montréal. Ça ne vous dit certainement rien du tout. Pourtant, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis une vingtaine d'années, qui dessert la communauté du campus de l'Université de Montréal. Et notre mission, c'est de développer une culture entrepreneuriale d'innovation et de soutenir concrètement des entrepreneurs vers la création d'entreprises innovantes. Donc ce soir, à travers les invités, vous allez découvrir quelque part ce que ça peut donner dans 5 ans, dans 10 ans, ce que c'est aujourd'hui. Et nous accompagnons donc nos entrepreneurs à travers des parcours. Il y en a 3, particulièrement un qui est axé sur l'innovation, un deuxième sur la technologie et un troisième sur l'intelligence artificielle et la science des données. Plus concrètement, 4 exemples de start-up que nous avons accompagnés dans la dernière année qui ont contribué à faire progresser la santé. Puzzle Medical Device, Myelin, Mistronix et Miso, qui étaient en démonstration au début de la semaine ici même au CHUM, qui travaillent respectivement sur une pompe cardiaque sécuritaire et biocompatible. Myelin, représentée ce soir par Marc Olivier, travaille sur une application qui utilise l'intelligence artificielle pour rendre accessible l'information scientifique en santé mentale, notamment l'autisme. Et Mistronix, qui travaille, elle, sur des capteurs sans contact pour détecter les signes vitaux. Donc ça, Miso, j'ai oublié, qui est un laboratoire sur puce. 4 startups qui, aujourd'hui, travaillent sur des technologies qui vont transformer la manière dont on travaille en santé. Maintenant, plus concrètement, au-delà de ce que nous faisons au centre, il y a des personnes qui œuvrent chaque jour, au quotidien, à faire progresser la santé. Et c'est ces personnes-là que vous allez, entre autres, rencontrer ce soir, qui vont vous parler de la manière, dans leurs domaines respectifs, sur ce qu'elles font pour pouvoir faire avancer ces différents éléments. Pour animer le panel ce soir, petit clin d'œil sur les réseaux sociaux si vous voulez nous suivre, pour animer le panel ce soir, nous avons Chloé Frélon, je l'ai dit, qui va modérer et animer notre panel. Je lui laisse la parole pour qu'elle puisse présenter nos panélistes. Merci Christelle. Je vais vous dire quelques mots sur moi, puis après je vous présenterai le déroulement de la soirée. Si je suis là, c'est parce que je suis chroniqueuse techno au magazine Québec Science et également à l'émission Moteur de recherche à Ici Première. J'ai également une grande passion pour les femmes en technologie et comment combler l'écart des genres dans l'industrie. C'est pour ça que j'ai fondé URL. J'espère que vous apprécierez le jeu de mots. Et le Manifeste des femmes en technologie, qui est un OSBL qui prône la parité dans les événements techno pour avoir des modèles féminins autant que des modèles masculins. Je suis particulièrement contente qu'on parle de technologie et de santé ce soir parce que s'il y a bien un domaine qui nous concerne tous, c'est la santé finalement. Pour des bonnes raisons et peut-être parfois pas des raisons très heureuses. Vous allez voir, on a vraiment des panélistes d'exception ce soir. Ils vont vous raconter comment ils appliquent la technologie dans leur vie professionnelle. Ça semble parfois de la science-fiction, mais pourtant, ça se passe dans ces murs, ça se passe à Montréal, ça se passe au Québec. C'est absolument fascinant. Moi, en tant que potentielle patiente, j'ai envie de savoir ça. J'ai envie de savoir comment je vais être traitée le jour où je serai malade. Si j'avais une main libre, je me toucherais la tête pour être sûre que ça n'arrivera pas. Mais la présence de cette technologie dans l'industrie de la santé vient également avec des enjeux. On a des enjeux, par exemple, au niveau de la formation. Comment s'assurer que tous ces professionnels de la santé soient au courant de ce qui est à leur disposition et soient formés pour l'appliquer dans leur vie professionnelle. Comment on intègre cette technologie au centre de notre système de santé qui est parfois
un peu compliqué, un peu lent. En tout cas, c'est compliqué, toute cette affaire-là. Et aussi, comment on garde finalement le patient au cœur de la santé. N'oublions pas que ces innovations-là ont lieu pour lui. Fait que gardons toujours ça en tête. Puis, est-ce que finalement, on le garde toujours en tête? Et enfin, en dernier aspect, qui dit technologie dit données et évidemment sécurité de ces données-là. Comment s'assure qu'elles restent privées et qu'elles ne tombent pas entre les mains de personnes mal intentionnées. Vaste sujet, vous allez voir. Donc ce soir, les panélistes vont se succéder pendant 5 minutes à peu près. Ils vont faire une présentation de leur recherche, de leur entreprise, de là où ils sont rendus, de leur innovation. Et puis après, on va tous se réunir, puis on va pouvoir parler lors d'un panel et on prendra vos questions par la suite. Alors, je vais vous d'abord citer les panélistes. On est vraiment content qu'ils aient répondu oui. On commencera par Julia Cadrin-Tourini. Après, on passera à Marc-Olivier Schull, Louise-André Briand et Paris-Pascal Paumé. Donc, autour de Julia Cadrin-Tourini, qui est cardiologue électrophysiologiste, je l'ai dit d'une seule traite, à l'Institut de cardiologie de Montréal. Elle a mis au point un calculateur permettant de mieux prédire la probabilité d'arythmie mortelle. C'est pas aller au milieu, micro. Aller au milieu. Micro. Au milieu, qu'on te voit dans la caméra. Donc, bonjour tout le monde. En fait, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, en effet, je suis électrophysiologiste cardiaque, donc une sorte de cardiologue qui est en fait un électricien du cœur. Donc, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, on diagnostique des arythmies sur la base d'un électrocardiogramme, par exemple. Ça, vous connaissez ça. Puis, souvent, on se retrouve à cet endroit-là, dans le laboratoire d'électrophysiologie, où on rentre des cathéters, des petits tuyaux munis de capteurs, mais qui ont aussi le pouvoir de guérir les arythmies à l'intérieur des patients. Donc, ça, c'est à quoi ressemble la vie de tous les jours. Ça, c'est l'arythmie sur laquelle que je brûlais aujourd'hui, qui s'appelle un flotteur auriculaire. Donc, ça, c'est une carte 3D qui est faite par la manipulation d'un cathéter dans le cœur. Donc, on fabrique la carte juste en se promenant puis en touchant les parois. Ça nous permet de faire une espèce de coquille, puis de collecter beaucoup de points qui nous permettent de voir l'activation de l'arythmie. On est dans l'oreillette droite, puis on voit que l'arythmie, elle tourne autour. Puis, pour guérir l'arythmie, on a juste besoin de faire une toute petite ligne ici entre la valve tricuspide puis la veine cave inférieure, et voilà. Et voilà. Congé. On peut faire la slide suivante. Ouais, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on implante des dispositifs implantables, des pacemakers pour les gens qui ont le cœur trop lent, mais aussi ce qu'on appelle des défibrillateurs qui permettent de traiter des arythmies qui peuvent être mortelles. Donc, un défibrillateur, c'est comme une petite boîte un peu plus grosse que une petite boîte en métal qu'on installe. Il y a des sondes qui se rendent en général dans le cœur. Puis on voit, par exemple, ici, c'est un tracé intracardiaque d'un patient qui est comme en train de faire une mort subite, mais qui a un défibrillateur, puis qui est réanimé à la fin par son défibrillateur, puis qui revient en rythme normal. Fait que juste une journée parmi d'autres en électrophysiologie. Fait que mes recherches, ce que j'ai fait récemment, c'est en fait le développement d'un calculateur de risque dans une maladie spécifique qu'on appelle la cardiopathie arythmogène du ventricule droit. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie génétique qui affecte la petite colle qui est entre les cellules cardiaques, on appelle ça des desmosomes, et ça fait en sorte que le ventricule droit, la partie droite du cœur, devient plus faible et est donc sujette à des arythmies. Ça cause des choses comme ça, des arythmies qui vont très vite, puis ça cause la mort subite aussi, surtout chez les jeunes, puis particulièrement chez les sportifs qui sont à risque de développer cette maladie-là parce que c'est un stress supplémentaire sur le cœur droit. Donc, on n'avait pas grand-chose pour savoir chez ces patients-là qui avait besoin avant d'un défibrillateur. On ne pouvait pas dire le risque exact d'un patient. On faisait de notre mieux. Donc, on a essayé d'améliorer le tout en développant un calculateur de risque. Donc, en fonction de différents paramètres chez un patient spécifique, on est capable d'utiliser un modèle mathématique qui nous donne le risque. Donc, on peut juste faire jouer, encore une fois, en bas, ici à droite, oui, juste là. Donc, on a maintenant le calculateur. Il y a du bruit. Le calculateur qui est disponible en ligne et qui peut être utilisé par les cliniciens pour calculer le risque. Donc, on rentre les différents paramètres du patient, puis on obtient donc le risque de faire des arythmies qui peuvent être mortelles à un certain nombre d'années, 1, 3 et 5 ans. Dans le cas ici qui nous intéresse, le risque est excessivement élevé. Ça, c'est un vrai patient. Donc, on pourrait
proposer d'installer un défibrillateur et probablement que le patient serait d'accord après lui avoir expliqué ça puis lui avoir exposé le risque. Donc, voilà sur quoi je travaille et le monde passionnant de l'électrophysiologie. On peut l'applaudir. Oui, oui, oui. Alors maintenant, c'est au tour de Marc-Olivier Scholl qu'on a cité tantôt parce qu'il est cofondateur et CEO de la start-up Myelin, qui est une plateforme utilisant l'intelligence artificielle pour rendre accessible aux parents et aux intervenants les meilleures et les plus récentes ressources en matière d'autisme. Merci, bonjour à tous. Je vais reconnaître, j'ai une petite tendance paresseuse et en plus, je n'ai pas envie que vous pensiez que je suis la seule personne à travailler dans Myelin. Enfin, je me suis dit que la meilleure façon de commencer, c'était par une vidéo, comme ça j'ai rien à dire pendant 2 minutes. Ça vous laisse le temps de découvrir un peu ce qu'on fait. Enfin, si tu peux la lancer. Oui. Je suis cofondatrice et directrice des connaissances de Myelin. C'est une jeune start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour rendre accessible pour tous les informations issues de la méthodologie scientifique. Myelin a été fondée en août 2017, donc on est encore tout jeune, tout frais, à Montréal. 3 cofondateurs étudiants à l'Université de Montréal ou à Polytechnique. On est dans une situation assez paradoxale où il y a énormément de bonnes études scientifiques, beaucoup de recherches, mais qu'en ligne, on a aussi les choses les plus absurdes ou dangereuses. Donc, l'autisme, c'était beaucoup de données qu'on pouvait analyser, ça a été vulgarisé, et c'était un besoin criant de gens qui se retrouvent sur Internet, lisent 1 milliard de choses différentes. Sur ces choses-là, il n'y en a pas la moitié qui ne se contredisent pas, c'est tout le temps en contradiction. L'idée de Myelin, c'est qu'en ce moment, si on fait une recherche en ligne, que ce soit pour notre bien-être ou celui de nos proches, Myelin, c'est une réponse avec un niveau de fiabilité. Chez Myelin, on utilise l'intelligence artificielle à différentes étapes. On entraîne notre système à dire, OK, dans cet article-là, il faut que j'aille extraire ça. Puis comment tu l'extrais, etc. Puis comment tu l'organises ou en fait, comment tu le mets dans notre base de connaissances après. Dans l'évaluation, c'est tout simplement de la classification. Bon, si je caricaturise beaucoup, c'est bon article, mauvais article. Puis on veut pondérer ça. On veut dire, OK, cet article-là a telle faiblesse qu'il faut prendre en compte après dans la pondération ou dans comment on voit les informations qu'il fournit. Donc, c'est le genre de choses pour lesquelles l'intelligence artificielle est extrêmement utile parce que comme il y a 3000 articles par jour, c'est rapidement des données plutôt massives. Et ensuite, l'intelligence artificielle revient pour la consultation de cette base de connaissances. En fait, ce qu'on veut, c'est que notre système comprenne la question de la personne et puisse lui donner une réponse qui soit adaptée exactement à la personne et à ses besoins et à sa compréhension du monde. Je me pose peu de questions sur comment je me sens par rapport à ce que j'ai fait. Je vois surtout ce qui reste à accomplir. Excusez-moi, je suis toujours un peu ému de voir ma cofondatrice. Je suis assez niaiseux, ça fait des années qu'on travaille ensemble, mais quand même, chaque fois que je vois des vidéos, je suis comme genre, je fais une petite émotion. Bref. Ça, vous avez vu l'explication justement de ma cofondatrice qui travaille principalement en sciences de l'information. Moi, à base, je fais mon doctorat spécifiquement dans le domaine du transfert de connaissances. Mon obsession dans la vie, c'est comment prendre des chercheurs, des intervenants, du grand public et faire que tout ça parle ensemble. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de données, à dire à quel point c'est génial, il y a beaucoup de données. Oui, notre problème à nous, c'est qu'il y a trop de données. Tapez « Est-ce que les vaccins causent l'autisme » sur Google, sur Facebook. Ne faites pas ça. Mais vous allez trouver beaucoup de données et pas forcément beaucoup de bonnes données là-dedans, ce qui est extrêmement dangereux pour plein de familles. Et surtout, ce qui va se trouver dans plein de situations, c'est que l'information scientifique n'aura pas forcément de réponse. Il y a des choses qu'on sait qui sont fausses, des choses qu'on sait qui sont vraies, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Pour essayer de combler tous ces vides, c'est vrai que l'intelligence artificielle est utilisée de plusieurs façons différentes. J'ai aucun doute qu'on va pouvoir en parler un petit peu tout à l'heure. Et moi, en tant qu'intervenant, je le dis souvent comme exemple, quand j'ai pas l'information pour savoir quoi faire avec quelqu'un, c'est un peu la même chose que si vous aviez des médecins qui n'ont pas de médicaments. Je ne peux pas trouver par l'intervention du Saint-Esprit quoi faire avec quelqu'un là maintenant. Et l'intelligence artificielle nous permet d'avoir ces informations. C'est là-dessus qu'on travaille avec Myelin, et je vous reviens là-dessus tout à l'heure.
Merci beaucoup. Et donc, c'est ça. Je vous en prie, levez-vous. Louise-André Briand, qui est professeur agrégé de formation pratique à la Faculté des sciences infirmières de l'UDM et responsable académique de son centre de simulation. Vous me permettez de regarder dans votre frigidaire, monsieur? Oui, oui. OK. Est-ce que vous cuisinez beaucoup? Avec la réalité virtuelle, tu peux constamment faire des pratiques, puis faire des erreurs, réessayer, puis tu peux améliorer ta pratique. Je sens vraiment que le processus de réflexion est différent pendant que je fais la simulation par rapport à quand on est soit en laboratoire ou en train de faire un examen. Tu entres dans la maison de la personne pour prendre ses signes vitaux, c'est toi qui établis l'ordre de ce que tu veux faire. Donc, c'est une bonne pratique pour travailler son raisonnement clinique. Voilà. C'est terminé? C'est terminé. Alors, je vais aller t'enlever ton matériel. Je prends tes manettes. D'accord. Ça va? Oui, j'ai complètement oublié le fait que je suis au campus de l'université et non en campagne. Ce Dupuis va bien, il a besoin d'un peu d'enseignement sur certains sujets. En questionnant les étudiants à la fin de leur activité de réalité virtuelle, mais à chaud, il y en a certaines étudiantes qui nous ont partagé que c'était très demandant en termes cognitifs. Donc, ça a mobilisé beaucoup de ressources internes et externes, justement pour répondre à ce scénario de réalité virtuelle. Pour nous, c'est un succès parce que c'est une activité d'intégration. Il y a 20 ans, quand j'ai fait mon cours, c'est sûr qu'on n'avait pas ce genre de technologie-là ou d'innovation ou de possibilités. En fait, c'est une opportunité différente d'apprendre. On sort de la classe traditionnelle et c'est une très bonne chose, autant pour le professeur que pour l'étudiant. Alors, je suis Louise-André Briand, donc je suis professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et je suis aussi donc responsable du centre de simulation avec mon collègue que vous avez vu, Mohamed Ajabad, qui est aussi responsable du centre de simulation. Moi, je vais représenter sur le panel pas la technologie en santé, mais la technologie pour former les professionnels de la santé. Donc, comment on utilise la technologie comme celle que vous avez vue, mais on a toutes sortes d'autres moyens de le faire, aussi d'autres stratégies, d'autres méthodes, pour former les professionnels de la santé à donner de meilleurs soins aux patients, donc à la population. Le centre de simulation, vous avez vu la réalité virtuelle, mais on a des mannequins robotisés qui vont simuler des patients, donc simuler des maladies, simuler de la physiologie et qui vont répondre en fait aux actions des étudiants. C'est à ça que ça sert la simulation, de placer les étudiants dans des contextes d'apprentissage qui sont réalistes. On s'entend que ça reste un robot, mais c'est réaliste quand même dans l'environnement et dans ce que les étudiants vont pouvoir avoir comme interaction avec ce mannequin-là robotisé pour leur permettre en fait d'essayer des choses, d'essayer de se pratiquer, de tenter des manipulations, de mettre en pratique ce qu'ils ont appris en théorie. Et ce que ça leur fait faire, c'est que ça leur permet de pratiquer, de faire des erreurs parfois, mais aussi de voir leur bon coup, ce qui fait que lorsqu'ils arrivent auprès des vrais patients, ils ont déjà eu une réflexion sur vraiment leurs actions sur un patient qui a été simulé de façon électronique ou de façon avec un logiciel. Alors, vous avez vu la réalité virtuelle, ça nous permet aussi, et on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais de proposer aux étudiants des milieux de pratique auxquels ils n'ont pas nécessairement accès durant leur cours. Ce que vous avez vu là, c'est une visite à domicile. On ne peut pas garantir à tous les étudiants qui iront visiter à domicile un patient qui a une insuffisance cardiaque, mais on peut le faire avec ce genre de technologie-là. Alors, ça nous permet une ouverture à augmenter l'exposition des étudiants à l'apprentissage. Donc, nouvelle opportunité d'apprentissage. Merci beaucoup. Et donc, notre dernière panéliste, Marie-Pascale Paumet, professeure titulaire à l'École de santé publique de l'UDM et l'École en intelligence artificielle en santé du CHUM, qui n'a pas pris beaucoup de temps pour arriver aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle mène des recherches sur l'impact et de l'engagement des patients à tous les niveaux de la gouvernance du système de santé, sur la qualité et la sécurité des soins offerts. Merci beaucoup, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, j'ai un certain nombre de chapeaux, donc effectivement professeur titulaire à l'École de santé publique. Je suis aussi chercheur donc, au centre de recherche du CHUM et au Carrefour de l'innovation. Et donc,
Et aussi, je voudrais rajouter, co-directrice du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, donc avec 3 autres collègues, Vincent Dumez, Antoine Boivin et Philippe Carazivan. Donc, j'ai la chance d'être titulaire d'une chaire donc, qui s'appelle la chaire en évaluation des technologies et des modes d'intervention. Et j'avoue qu'il y a 2-3 ans, moi, les technologies, c'était quand même pas vraiment mon premier domaine. J'étais beaucoup plus intéressée sur comment on engage les patients dans le système de santé pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Donc, juste pour votre information, ces chaires sont des chaires qui sont donc dotées dans les centres hospitaliers universitaires, donc par exemple Sainte-Justine, le CUSUM, le CHUM, et puis bien sûr Sherbrooke. Et donc, dans le cadre de ces chaires, on peut vraiment travailler sur un certain nombre de technologies qui vont être amenées au lit du patient. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre comment les patients peuvent être intégrés sur le développement des technologies, mais aussi sur leur utilisation. Donc, j'ai un certain nombre de grands axes de recherche sur lesquels je travaille. Donc, je vais revenir plus particulièrement sur un certain nombre de projets qu'on mène actuellement sur la santé connectée et sur l'utilisation des technologies. On travaille aussi donc, sur l'élaboration de nouvelles modalités. Puis une chose qui me tient excessivement à cœur, c'est vraiment l'entraide entre les patients. Donc, on a développé tout un programme qui s'appelle Parole Onco, donc pour les patients accompagnateurs, une ressource organisationnelle comme levier pour améliorer les expériences donc, des personnes. Et on l'a par exemple testé à la clinique de la main, où des personnes qui ont donc des chirurgies à la suite donc, où ils se sont coupés des doigts, qui y a une revascularisation, une réimplantation. Souvent, c'est des personnes qui n'arrivent pas du tout à engager leur réadaptation. Et donc, d'être aidés par des patients qui sont passés déjà au travers de ce genre de choses, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Là, je vais vous donner un exemple, c'est qu'on est en train d'introduire justement sur ce soutien par les pairs tout ce qui est télésanté. Donc normalement, la télésanté, c'est d'abord utiliser donc d'abord entre professionnels pour qu'ils puissent effectivement échanger entre eux, ou de permettre aussi de faire des consultations à distance entre les professionnels et les patients. Puis là, notre innovation, c'est vraiment de créer des consultations entre patients eux-mêmes, donc des patients qui ont un peu plus d'expérience que d'autres pour pouvoir les aider à mieux cheminer dans le système, de aussi mieux anticiper les différents problèmes qu'ils vont rencontrer, et d'être beaucoup plus armés au niveau informationnel, émotif aussi, parce qu'effectivement, ce qui est le plus fort, c'est vraiment la relation de cœur à cœur qu'aucun professionnel de la santé ne pourra avoir, évidemment, n'étant pas passé par les mêmes choses, sauf si effectivement, ils ont eu ce problème de santé. On travaille aussi sur des outils de mesure, donc on fait plein de choses différentes, et puis bien sûr sur beaucoup de transferts de connaissances. Je reviendrai là-dessus. Alors, la santé connectée, d'abord, c'est d'essayer de mieux comprendre les professionnels, est-ce qu'ils sont équipés ou pas pour travailler dans ce nouveau monde du numérique. Et donc, c'est pas si évident que ça. On commence des études là-dessus. Donc, on a commencé une première étude auprès des médecins de famille, puis on pourra revenir sur les résultats. Mais c'était assez impressionnant de voir qu'en ce moment, nous n'avons pas de médecins de famille connectés. Donc, il serait temps quand même qu'il y ait des choses qui soient faites dans le domaine. On travaille aussi sur les besoins sur les professionnels de la santé, et en particulier sur les étudiants en médecine. Quels sont leurs... Est-ce qu'ils sont bien équipés pour arriver dans ce nouveau monde dans lequel on arrive? C'est pas si évident non plus, donc on veut travailler aussi là-dessus. Et puis au CHUM, c'est de regarder un peu mieux comment les spécialistes actuellement utilisent ou pas les objets connectés et l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième, c'est vraiment de travailler sur la co-construction d'objets ou de différentes applications mobiles. Donc, j'ai une de mes étudiantes qui est ici, là, Janine Badre, qui est en train de travailler justement sur le développement d'une application pour avoir une meilleure orientation quand on a besoin d'avoir accès au système de santé en urgence et qu'on ne se retrouve pas systématiquement aux urgences parce que c'est pas forcément là qu'il faut aller. Donc on fait ça, mais l'idée là vraiment, et ce qu'on essaye de pousser, c'est de créer des belles méthodologies où les patients sont vraiment totalement inclus dès le départ pour être sûr qu'on répond bien à leurs besoins. Puis je vais présenter rapidement donc le projet Audace. C'est vraiment, je me sens un peu usurpatrice là presque parce que je vais parler de technologie alors que moi je m'occupe plus du côté du volet psychosocial. Mais ce projet a donc été financé par tous les fonds de recherche du Québec. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un travail interdisciplinaire. Et donc j'ai la chance de travailler avec des ingénieurs, avec des spécialistes en santé, donc des problèmes de cancer du visage. Donc c'est pour des patients qui ont des chirurgies très délabrantes, et on se rend compte que ça entraîne évidemment des changements identitaires très 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 forts, et ce sont des personnes qui ne sont absolument pas accompagnées tout au long de cette énorme odyssée. Donc la première chose, c'est évidemment comment on peut se projeter dans les dommages que va créer la chirurgie.
Donc là, on est en train de travailler sur la capacité de pouvoir utiliser le 3D, donc, et aussi tout ce qui est lunettes donc, de projection, donc de comment la chirurgie va entamer notre visage, et ensuite aussi de voir comment la reconstruction par l'intermédiaire des épithèses va changer aussi notre apparence et comment on va pouvoir progressivement incarner cette nouvelle personne. Puis ce qui est intéressant aussi avec donc, toutes les nouvelles technologies, c'est qu'on peut amener les proches aussi à rentrer en contact avec cette nouvelle personne qui va arriver avec donc l'épithèse, et puis aussi de pouvoir simuler aussi des interactions sociales pour que les personnes aussi soient plus à même de pouvoir interagir. Donc on avait des très belles comme dans la formation qu'on voyait tout à l'heure, on peut vraiment utiliser donc ces phénomènes de comment ça s'appelle, de réalité virtuelle de cette façon-là. Puis aussi, il y a toutes les nouvelles technologies aussi qu'on essaye aussi de mobiliser. Puis celles, c'est les patients aussi qui nous aident à voir effectivement en fonction des épithèses, comment on pourrait faire en sorte que ça soit le plus agréable possible à pouvoir avoir sur quand même une partie très très sensible de sa peau. Puis on travaille aussi sur tout ce qui est imprimante 3D pour faire en sorte éventuellement même d'ailleurs d'avoir de la culture cellulaire autour de l'imprimante 3D. Donc vous voyez, c'est vraiment un grand univers où on va mobiliser plein de technologies, et aussi la radiologie, j'ai oublié, parce que par exemple avec les CT scans, on est capable même de reconstituer donc tout le visage. Et puis on utilise l'intelligence artificielle aussi, donc on travaille avec la SAT, la Société des Arts et Technologies, parce que le problème aussi dans la reconstitution du visage, c'est qu'on le reconstitue sur un visage qui reste fixe. Or, d'abord, on est toujours en mouvement dans notre visage. Donc, l'intelligence artificielle nous permet de pouvoir, comme ça, modéliser le visage en mouvement pour être capable de pouvoir le projeter. Donc, on appelle ça un miroir magique pour être capable, justement, de pouvoir voir comment l'épithèse va pouvoir réagir, comment elle peut bouger aussi d'une façon simultanée avec les problèmes. Comme nous disait le patient avec lequel on travaille, là, Monsieur Duluth, je ne comprends pas pourquoi là, les poupées, là, quand on les met allongées, là, l'œil se ferme. Mais moi, là, mon œil, il ne se ferme jamais. Donc c'est comme ça que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on est aussi en train de travailler avec eux pour voir de quelle manière on pourrait introduire des petites technologies toutes simples qui permettraient en tout cas d'avoir un œil qui soit encore plus proche de la réalité. Voilà, donc merci beaucoup, puis on continue la conversation. J'espère que ça vous a mis un peu l'eau à la bouche. Je pense que j'ai encore plus de questions que ce que j'avais prévu. C'est pas facile pour les panélistes parce qu'ils doivent être concis, puis ils en ont à dire. Fait que on leur a demandé juste 5 minutes. Je vous écoutais et n'oubliez pas de prendre le micro qui est à vos pieds. Je vous écoutais, puis je me disais, j'étais impressionnée, que c'était bien formidable, mais finalement, est-ce que tout ça permet, en bout de ligne, d'avoir un meilleur diagnostic pour le patient? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Si je réponds pour moi-même, c'est beaucoup établi. Parlez non pas. Oui? Oui, c'est bon? Oui? OK, c'est bon. Donc, pour ce qui est de ma pratique de tous les jours, oui. En fait, la technologie est partout dans ce qu'on fait. Puis plus spécifiquement en cardiologie puis en électrophysiologie, outre l'électrocardiogramme, qui est une technologie, dans le fond, mais qui date de 120 ans, là, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours pour le diagnostic, par exemple, des arythmies, ou quand on utilise des cathéters, comme j'ai montré tout à l'heure, on utilise des moniteurs implantables, par exemple, pour faire des diagnostics, des petits moniteurs qu'on peut mettre en dessous de la peau, que les gens peuvent garder pendant 2-3 ans quand on ne sait pas trop ce qui les fait perdre connaissance ou les arythmies qu'ils ont. Les technologies qu'on utilise pour la radiologie, les images deviennent de plus en plus belles. Oui, oui. Plus près. OK, oui. Juste pour être sûr que finalement les personnes vont nous entendre dans la vidéo. OK, parfait. L'accès à la résonance magnétique, dans notre cas, la résonance magnétique cardiaque, donc c'est toutes des technologies qui nous permettent qui sont de plus en plus accessibles, puis qui nous permettent de faire un bon diagnostic, puis je pense de nous aider et d'aider les patients surtout. Réagir. Il y a une nouvelle application au CHUM qui est utilisée pour le triage aux urgences, donc ça s'appelle DXA, et ça permet effectivement de mobiliser aussi l'intelligence artificielle, donc à partir d'un questionnaire qui est donné à toutes les personnes qui se présentent donc aux urgences, le patient va y répondre, et à partir de là, il va y avoir un algorithme qui va se mettre en route, et ensuite, il va y avoir un certain nombre de diagnostics qui vont être formulés.
évidemment qui va être de plus en plus amélioré en fonction de l'entrée aussi des examens complémentaires qui peuvent aussi aider à avoir une précision de plus en plus grande donc, du diagnostic qui va être retenu. Et on voit bien qu'effectivement, en tout cas, c'est en train d'être testé au CHUM pour voir de quelle manière ça peut vraiment aider au diagnostic et être capable ensuite de pouvoir intervenir beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un autre exemple. Marc-Olivier, oui. Moi, je m'occupe relativement peu du diagnostic, mais ce que je trouve fascinant, c'est que je vois énormément de projets qui se développent là-dedans. Pourtant, moi, je suis dans le domaine principalement de la santé mentale. Donc, quelque chose qui est souvent perçu dans cette logique de c'est profondément humain, c'est dans l'interaction, et c'est des dimensions qui sont vraies. Il y a toujours cette image de la machine ne pourra jamais avoir un rôle majeur là-dedans. Ce qu'on voit pourtant, y compris dans des questions extrêmement complexes comme la dépression, le risque de suicide, le diagnostic de l'autisme, des choses comme ça, il y a de plus en plus de projets qui se développent et qui commencent souvent en complémentarité avec des praticiens à pouvoir amener des informations qui sont extrêmement sensibles et parfois avec des personnes qu'on n'arriverait pas à toucher, pouvoir diagnostiquer ou en tout cas prévoir avant qu'une personne commette un acte suicidaire en utilisant par exemple les réseaux sociaux ou d'autres choses, c'est quelque chose qui aurait été inenvisageable avant l'apparition de certaines technologies qu'on a maintenant. Et si je peux juste aller de façon un peu plus complémentaire, moi ce que je trouve fascinant, c'est que je travaille dans le domaine de l'autisme actuellement, un domaine dans lequel le processus diagnostique est un processus long, complexe, avec beaucoup de files d'attente. Ce qui veut dire qu'il y a aussi beaucoup de temps, il y a plein de choses qui se passent autour du diagnostic. Qu'est-ce que je fais en attendant le diagnostic? Qu'est-ce que je fais quand j'ai reçu le diagnostic? Quelle est toute l'expérience humaine qui se passe là autour, qui sont des moments extrêmement durs? Et la technologie peut nous aider, y compris dans cette expérience-là. C'est ce que nous, par exemple, on fait avec des parents qui viennent d'apprendre que leur enfant est autiste et qu'il faut comme... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma vie est finie? Est-ce que mon enfant va aller à l'université? Qu'est-ce qui se passe? Même dans cette partie profondément humaine de l'expérience médicale, les nouvelles technologies commencent à jouer un rôle absolument majeur. On reviendra sur la question de comment, finalement, même avec toute cette technologie-là, les humains sont encore là. Les robots ne nous voleront pas notre job. On peut en être sûr. J'imagine que quand vous avez commencé vos études, peut-être votre pratique, évidemment, les technologies n'étaient pas si présentes que ça. Marie-Pascale, tu disais que finalement, c'était relativement arrivé récemment. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à ça? Puis, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre quotidien professionnel? Oui. Mais je dirais que les choses se sont faites un peu progressivement au fil des dernières années. En fait, la technologie... Parce que je le mange. La technologie, en fait, l'endroit où c'est le plus apparent, puis ça peut avoir l'air niaiseux, c'est l'utilisation des téléphones intelligents. Donc, moi, quand j'ai commencé, surtout quand j'ai commencé ma résidence, par exemple, ma médecine, puis avoir des patients, on n'avait pas ça. On prenait des petites notes, on mettait ça dans nos poches. Quand on voulait avoir une idée sur le diagnostic d'un patient, on voulait aller faire des recherches. C'était un peu plus compliqué. Alors là, on a tout ça sous la main. On a moins besoin un peu de recourir à notre mémoire. Là. On va quand même avoir une bonne mémoire, mais on a tout sous la main. On utilise aussi beaucoup la caméra pour prendre des photos, de garder de l'information pour pouvoir travailler. Pour les communications entre nous à l'hôpital, on utilise beaucoup les textos, par exemple, ce qu'on ne peut pas faire avant. Donc, je dirais que c'est l'endroit majeur. Tout s'est amélioré aussi. C'est le dossier patient électronique. C'est mieux que c'était. On n'a plus besoin d'attendre, par exemple, les dossiers comme on le faisait dans le temps, ou le système d'imagerie. Maintenant, on a accès sur des ordinateurs, alors qu'il y a 15 ans, là, on avait encore des acétates qu'il y avait à un endroit qu'on devait retrouver, qui mettaient beaucoup de temps dans les soins. Donc, tout ça nous aide dans notre pratique. J'ai une question. Est-ce que c'est des textos qui sont sécurisés ou pas? Est-ce que c'est pour ça que vous n'aviez pas le droit de les utiliser avant? C'est ça? Mais les textos, ça c'est un gros problème, c'est une grosse limitation parce qu'en fait, rien n'est sécurisé. Même nos adresses, email, ce qu'on a dit de l'université ne sont pas sécurisées. Donc, on fait attention en général pour ne pas donner de la vraie information, de l'information qui donne pas en fait d'identifiant quand on envoie les textos. C'est vraiment un enjeu aussi très important, la sécurité des données, et puis s'assurer effectivement que ça ne tombe pas dans les mains de n'importe qui. Moi, je sais qu'il y a une technologie québécoise en plus, donc c'est vraiment intéressant, qui s'appelle React,
que certains doivent connaître ici, mais c'est vraiment une jolie interface qui permet un peu comme les Skype, tout le monde connaît Skype, mais c'est un Skype médical, donc on peut échanger des données de radiologie, de cardiologie, de chirurgie, etc., enfin bref, biologie, donc on peut vraiment avoir tout le dossier patient, mais complètement sécurisé, et on peut envoyer des textos. Et ça coûte pas cher, je pense que c'est $12 de pouvoir se connecter à ça. Et ça a été vraiment, c'est la seule application qui est reconnue actuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux comme étant un modèle, en tous les cas, sécuritaire qu'on peut utiliser. Donc ça peut répondre à quelques angoisses de temps en temps. Ben oui, parce que évidemment, quand on parle de technologie, ben, on parle de données, puis c'est pas comme si ça allait en diminuant, hein, les données. Marc-Olivier t'en parlait. Est-ce que vous trouvez, c'est un très bon exemple concret, mais est-ce que vous trouvez que c'est suffisant finalement? Est-ce qu'on est assez sécuritaire? Moi, je suis dans cette position extrêmement paradoxale dans laquelle j'ai la chance de pouvoir construire le produit ou l'application. C'est-à-dire, quand je trouve qu'on n'est pas assez sécuritaire, je peux discuter avec mes partenaires et rendre la chose plus sécuritaire. Chose qui est vraiment grave parce qu'il n'y a pas grand monde ici qui trouve quelque chose de non sécuritaire, comme par exemple que ce soit ses mails ou son téléphone, puis qui peut directement appeler Google en faisant comme « merci de rendre ça plus sécuritaire pour demain, ce serait gentil ». Mais pour moi, la réponse est en fait de plus en plus complexe là-dessus. Parce que la question d'avoir, par exemple, ne pas donner de nom, ne pas donner ce que tu appelles des vraies informations avant, oui, c'est une première couche de protection. Le gros problème, c'est qu'on arrive de plus en plus à pouvoir reconstruire l'identité d'une personne à partir d'informations qui avant étaient disparates et qu'on n'arrivait pas vraiment à mettre ensemble. Et du coup, on arrive de plus en plus dans cette question parce que nous, on est très confrontés. Il y a des informations qui, pour nous, sont très utiles de rendre accessibles à notre système d'intelligence artificielle pour pouvoir faire, par exemple, des prédictions pour d'autres patients, pour pouvoir essayer d'aider d'autres groupes de personnes. En même temps, chaque fois qu'on rend ces informations un tout petit peu plus ouvertes, qu'est-ce que les gens vont réussir à déduire de toutes ces informations et de toutes les autres qu'on a amenées? Comment est-ce qu'elles vont pouvoir être utilisées de façon malveillante? Comment est-ce que... Bref, il y a plein de questions qui se posent, qui sont de plus en plus complexes. Moi, j'ai la chance d'avoir un de mes cofondateurs qui provient spécifiquement de la cybersécurité, qui a déjà une obsession là-dessus, ce qui fait que moi, je ne fais pas trop de cauchemars la nuit sur ce sujet. Mais honnêtement, c'est un débat qui est encore complètement ouvert. Oui, la dualité, dans le fond, d'avoir besoin de ces données-là, qu'elles soient presque publiques, que tu puisses les scraper, et en même temps qu'elles soient sécuritaires. Complètement. Les nouvelles technologies se développent avec des données, mais chaque fois que tu donnes des données ouvertes, il y a des risques. Et où est-ce que tu mets la limite entre les deux? Ça, c'est toutes les belles questions éthiques. Là, c'est vraiment pour nos éthiciens de ce monde, là, où ils ont vraiment, je pense, pour les prochaines années, un beau travail à faire. Parce qu'on est constamment dans une tension qui n'est pas toujours évidente, en tout cas au premier abord, à réconcilier. Parce que c'est certain que plus on va avoir des données, plus on va avoir la possibilité de connaître des choses, on va améliorer nos connaissances, on va avoir des choses encore plus fines. C'est sûr que le fait d'avoir aussi une interconnectabilité entre différents systèmes, ça nous permet d'avoir une intelligence beaucoup plus grande. Il y a que la géographie, plus les données de santé, plus etc. On peut comprendre après tout d'un coup là, qu'il y a des foyers où au niveau de l'exposition à telle chose par rapport à autre chose, on va pouvoir d'une façon beaucoup plus précise, par exemple au niveau de l'environnement, trouver des données. Et en même temps, on est avec l'autre tension qui est quelle est la liberté individuelle, jusqu'où effectivement on va l'attaquer, est-ce qu'effectivement on va être pisté, est-ce que c'est une façon effectivement d'avoir un plus grand contrôle sur nous si éventuellement ces données-là tombent dans de mauvaises mains. On est vraiment là on peut tirer le meilleur comme on peut tirer le pire. J'aimais bien, là, il y avait une expression qui était sortie en disant on ne sait pas si on est au printemps du numérique ou si on est plutôt à l'hiver du numérique, mais c'est ça là. C'est est-ce qu'on va vers quelque chose de très très froid ou au contraire quelque chose d'assez exceptionnel? Puis là, je pense qu'on n'a pas la réponse encore. C'est ça, c'est l'avenir qui nous le dira finalement. Et puis l'enjeu éthique, puis d'utiliser la technologie de façon responsable. Dans le fond, c'est quelque chose qui, je suis sûre, est à l'arrière de votre tête en permanence. Vous assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Comment on fait pour savoir qu'on s'en va dans la bonne direction finalement? Personne ne veut répondre à ça. Hein? Comme tout le monde me regarde, je pense que je vais essayer de donner une mini-réponse. On ne sait pas. On peut prendre des précautions, puis on peut justement, par exemple, moi je suis extrêmement partisan que la première responsabilité de qui que ce soit ici, que ce soit en tant que chercheur, en tant qu'entrepreneur, en tant que membre du grand public,
c'est justement de s'assurer de ne pas nuire à qui que ce soit. Et pour nous, ça a toujours été une obsession depuis le début de la création du projet de Mieline, de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir tester avec un petit nombre de personnes de façon sécuritaire avant de commencer à rajouter quelque chose d'autre, avant de commencer à rendre accessibles des nouvelles informations, avant de faire le moindre changement. C'est pour ça qu'on est en co-construction en permanence, pour pouvoir justement s'assurer qu'on mette en place le maximum de protection et de mécanismes de contrôle pour essayer de limiter au maximum les risques qu'il puisse avoir. Est-ce qu'on va y arriver? Objectivement, à un moment, il y a une partie où tu ne le sais pas. Tu as une obligation d'essayer de prendre tous les moyens possibles, mais le risque zéro, je connais personne aujourd'hui qui le garantirait, et s'il y a quelqu'un qui le ferait, je me méfierais énormément. Ce qui est en plus complètement paradoxal avec le fait qu'on fait extrêmement attention à ça, et le lendemain, on discute avec d'autres personnes qui ont mis la moitié de leurs informations personnelles et privées sur Facebook. Fait qu'à un moment, il y a aussi une question de... On ne veut pas nuire, mais en même temps, il y a beaucoup d'informations qui sont déjà accessibles. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Est-ce que parfois, on n'essaie pas d'être plus catholique que le pape? C'est une bonne question. Oui. Bah, ce sujet... Oh, oui. Aussi, à qui appartiennent les données? Moi, je trouve que c'est un débat qu'on ne soulève pas suffisamment. Et je pense qu'il faudrait quand même revenir au fait que, normalement, les données, elles nous appartiennent à nous. Je veux dire, ceux qui produisent la donnée, elles devraient nous appartenir. Et c'est vrai que s'il y a des comportements de Google ou d'autres grands de ce monde-là qui utilisent ces données, on l'a vu avec Facebook quand même, je veux dire, on commence à progressivement aussi perdre une certaine confiance dans les grands détenteurs des bases de données. Il peut y avoir aussi des systèmes parallèles qui peuvent se créer, puis progressivement de faire en sorte que les gens vont vouloir vraiment avoir de plus en plus de contrôle, puis de donner les autorisations pour savoir vers qui cette information va pouvoir être aiguillée, puis comment elle va être utilisée. Donc je pense que c'est aussi intéressant, il y a un débat de société très important à mener, puis à faire en sorte qu'on l'ouvre d'une façon beaucoup plus large, que ça ne soit que des spécialistes du domaine, en tous les cas, qui réfléchissent à ça. Oui, on a tendance à donner nos données très facilement en tant qu'utilisateur. On pense que c'est pas grand-chose. C'est de l'or. C'est de l'or. Les GAFAM de ce monde ont bâti des business sur vos données. Fait que pensez-y bien au moment de cocher la fameuse case. Vous voyez de quoi je veux parler, j'en suis sûre. Je voudrais qu'on revienne sur le patient qu'on mentionnait au départ, et puis peut-être même leur famille. Comment la technologie que vous utilisez, ou peut-être dans d'autres cas que vous connaissez, améliore le traitement puis la convalescence, dans le fond, l'expérience de ce patient-là? Moi, je suis un petit peu en dehors de ce que les autres présentent, mais je vais aller quand même dans cette direction-là parce que je suis responsable de former des professionnels de la santé et je suis responsable de les former dans un contexte sécuritaire, mais sécuritaire aussi pour le patient. Et c'est un peu de la façon dont on utilise cette technologie-là en pédagogie, en fait, pour que ça reste sécuritaire pour le patient. Cette idée-là, un peu... qui reste traditionnel de dire qu'on apprend auprès des personnes, donc on apprend auprès du patient, on apprend auprès de leur famille. Notre idée d'utiliser la technologie avant d'aller vers ça, c'est justement de rendre ça le plus sécuritaire possible. Avec la complexité des soins qu'on a présentement aujourd'hui, c'est difficile de se dire que nos étudiants vont aller se pratiquer auprès des vrais patients. Ça devient, on parlait de l'enjeu éthique, là, ça devient aussi un enjeu éthique de dire qu'on va aller laisser se pratiquer nos étudiants auprès des patients qui ont de réelles maladies très complexes et leurs familles qui les entourent aussi. Alors, l'utilisation de la technologie chez nous, elle est beaucoup, dans les centres de simulation, en fait, c'est beaucoup en lien avec la sécurité des patients. Rendre l'étudiant sécuritaire avant d'aller vraiment à la rencontre du patient comme tel et de sa famille, en fait. Alors, c'est une autre façon de voir aussi la sécurité et l'éthique, mais c'est une préoccupation qu'on a beaucoup en pédagogie et la simulation nous sert à aller chercher un peu ce concept-là, à aller rendre la sécurité un peu plus probante pour nos patients et nos familles. Mais on a là, avec la réalité virtuelle, finalement un outil formidable parce que toutes ces fois où on ne peut pas aller tester pour de vrai nos théories, là, on peut simuler tout ce qu'on veut, en fait.
Et ça dépasse, en fait, tous les contextes. Par exemple, je vous donnerai un exemple, on l'entend souvent, mais la réanimation cardio-respiratoire. C'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours, évidemment, sur une unité de soins, mais le moment où ça va arriver sur l'unité de soins, on voudrait que nos professionnels soient capables de répondre rapidement et de répondre bien. Mais c'est pas parce qu'on l'a fait une fois dans un cours il y a 6 ans qu'on se rappelle comment le faire. Mais la simulation nous permet de le faire et de le refaire et de le refaire et de le refaire. Donc, de garder nos compétences et de se garder à jour. Donc, la journée où on aura vraiment besoin de le faire avec un patient, on sera mieux préparé et plus capable de répondre à ces besoins-là. Je peux reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure là, sur le projet Audace, là, de l'ombre à la lumière. C'est vraiment grâce à la réalité virtuelle qu'on va être capable quand même d'aider les familles à progressivement s'approprier la nouvelle image de l'être cher. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire non plus avant. Et puis, il faut quand même savoir que dans tous les centres actuellement, on ne les utilise pas. Donc, il y a vraiment tout un travail aussi de faire descendre la technologie au lit du patient et de la rendre disponible aussi aux familles. C'est pas des technologies en plus très très coûteuses, mais qu'il faut être capable de pouvoir être capable d'introduire. Donc là, je sais aussi que nos hôtes sont ont un rôle particulier justement pour faire en sorte que ces technologies arrivent au bon endroit. Mais c'est aussi important de savoir qu'on commence à avoir vraiment des outils assez exceptionnels pour aider les familles aussi à mieux comprendre, puis même se projeter dans n'importe quelle chose qui a un impact sur notre corps, hein, quand on a une cholécystectomie ou qu'on a ce genre de choses, puis qu'on a vraiment une atteinte corporelle, d'être capable de pouvoir aussi être capable de pouvoir anticiper, voir un peu ce que ça va nous donner, puis de progressivement apprivoiser cette nouvelle condition, c'est excessivement important. Puis moi, une chose que j'ai adorée récemment, je ne sais pas pour ceux qui l'ont peut-être vu, mais il y a maintenant des applications qui vous permettent de pouvoir vivre une expérience vraiment d'une condition de santé. En particulier donc tout ce qui est les maladies intestinales inflammatoires, là, les MICI, chroniques inflammatoires, où on est capable de pouvoir vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un qui a une rectocolique hémorragique ou autre, et de voir à quel point c'est compliqué et complexe dans la vie d'avoir ce genre de choses. Et pour les professionnels de la santé, on peut les amener aussi à se mettre dans la peau du patient et donc d'avoir un peu plus d'empathie sur la réalité qu'ils vivent tous les jours. Et je pense que là, on est en train aussi d'avoir, en tout cas, on va former probablement, en tous les cas, des professionnels qui vont avoir accès, en tous les cas, à des outils qu'on n'avait absolument pas avant et qui sont assez exceptionnels. En tout cas, ça m'avait énormément touchée. Je sais que ça se développe maintenant dans plein d'autres pathologies. Ça a commencé par le MICI, mais... Tu veux peut-être pas avoir une secousse de défibrillateur là, pour voir un peu ce que ça fait, hein, des patients. Peut-être pas. C'est vrai que c'est comme se faire kicker par une bulle. Si je peux juste continuer, parce que nous, le travail avec les familles, en fait, arrête-moi si je prends trop de temps. Quand je commence à parler des familles, je peux partir pour 1h30, et vous n'êtes pas là pour uniquement ça. Mais en fait, quand on a commencé à développer le projet, on a passé énormément de temps à travailler avec les familles, avec les personnes autistes, pour être sûr que ce qu'on était en train de développer, notre prototype, réponde à une réalité. Ce qui a comme résultat que le projet final, sur lequel on est en train de travailler maintenant, a absolument plus rien à voir avec ce qu'on avait prévu au début. Ce qu'on avait prévu en tant que chercheur dans notre laboratoire, c'était très mignon, puis il y avait plein de bonnes idées dedans, mais globalement, la réalité était 100% différente. Et ce qui a été absolument fascinant, c'est que nous, justement, toute cette dimension par rapport aux familles, on y avait pensé, mais on avait sous-estimé à quel point le support de la famille, l'entraide des personnes était fondamentale. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, et qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire avant, c'est justement que non seulement l'application mobile ne soit pas quelque chose qui va rendre la relation froide ou structurée, mais au contraire, permet de favoriser cette relation. Puis le meilleur exemple que je pourrais avoir, c'est simplement un intervenant avec qui je travaille actuellement, qui peut voir ses familles qu'une fois par semaine, et qui se disait, mais ce qui m'énerve, c'est que je suis payé pour intervenir. Et là, ce qui se passe, c'est que je passe les 15 premières minutes de notre rencontre à analyser les feuilles qu'ils ont dû remplir chez eux pour le comportement de leur enfant. Je passe les 15 dernières minutes à leur donner des devoirs pour des choses à faire. Puis finalement, je me retrouve à avoir à peu près 30 minutes vraiment d'intervention et de relation avec eux. Je me disais, mais est-ce qu'on pourrait juste automatiser toute cette partie qui n'est pas relationnelle et vous permettre de vous centrer sur ce qui est vraiment des relations. Et c'est ce qu'on fait. Les gens reçoivent chez eux les choses à remplir, le téléphone leur rappelle de remplir ça. Ça fait les analyses. Quand l'intervenant rencontre les familles, tout ça est déjà analysé. Ils peuvent se centrer sur la relation. Et moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que de plus en plus,
il y a une sensibilité, il y a une volonté de se rappeler que la relation est au cœur du processus de soins et que toutes les technologies sont là pour la renforcer beaucoup plus que d'essayer de la remplacer. Alors, le robot médecin ne devrait pas arriver. Par contre, des médecins mieux outillés, oui. Et même chose pour les intervenants psychosociaux. Oui, puis j'imagine que dans l'intégration de la technologie auprès des patients qui ont peut-être un niveau de sensibilité vers la technologie très différent d'un patient à l'autre, ça prend finalement des outils assez simples, comme un casque de réalité virtuelle, finalement, qu'il suffit de le mettre sur sa tête, puis on peut partir avec, pas besoin d'une formation de plusieurs heures. Est-ce que ça, c'est essentiel pour être sûr que finalement l'outil va être adopté par le patient en bout de ligne ou par des collègues professionnels de la santé également? Oui, tout à fait. Quand on donne des outils à des patients, il faut que ce soit assez simple pour que la majorité puisse les utiliser. Dans ma pratique, ce qu'on donne beaucoup comme outil technologique, c'est tous les gens maintenant qui ont des pacemakers ou des défibrillateurs implantés se font plus suivre à la clinique. Ils ne viennent plus à des rendez-vous à tous les 3-6 mois. Ils ont un moniteur qui garde à la maison. Donc avant, c'est un petit boîte. De plus en plus, on fait une application sur un cellulaire, par exemple, qui permet de faire le monitoring de cet appareil-là et de nous transmettre l'information, soit pour des visites de routine, soit parce qu'il y a des événements. Donc, il faut que ça soit assez simple à utiliser. Sinon, les gens préfèrent venir, parce qu'ils sont beaucoup plus confortables de nous voir en personne. Donc, c'est vraiment, je pense que souvent, la limitation majeure, c'est d'avoir quelque chose qui est assez facile à utiliser, qui ne décourage pas et qui ne fait pas peur aux gens. Qui livre sûrement déjà des choses bien graves puis apeurantes. Mais je trouve qu'on a deux exemples là, qui montrent bien la tension encore de l'apport ou au contraire du non-apport des technologies en termes de relations. Parce que donc, ce que nous disait Marc-Olivier, là, c'était de dire, justement, on va essayer de faire en sorte que de plus en plus la technologie soit au service, donc finalement, des professionnels pour faire en sorte qu'ils puissent dégager du temps et donc plus l'orienter vers le relationnel. Puis de l'autre côté, avec donc les défibrillateurs cardiaques, du fait que les patients finalement transmettent toutes leurs informations, ils peuvent ne plus voir du tout de professionnel éventuellement, puis être complètement laissés à eux-mêmes. Donc, et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une tension, on se dit c'est génial, comme ça ils n'ont plus besoin de se déplacer, etc. Mais souvent c'est qu'ils n'ont même plus d'appel, ils n'ont plus de cardio, ils ont l'impression d'être un peu laissés à eux-mêmes. C'est intéressant de les entendre. Je travaille, je racontais là que je suis aussi médecin à l'INES, donc à l'Institut National d'Excellence en Santé et Services Sociaux, puis on a travaillé justement sur les défibrillateurs cardiaques il y a quelques temps. Puis c'était un peu ce que ramenaient les patients en disant mais c'est super intéressant, mais en même temps on est un peu paniqué parce qu'on n'a pas forcément non plus de retour de l'information. Pour ça, la boucle ne se fait pas forcément non plus dans l'autre sens pour dire finalement tout va bien, vous inquiétez pas, etc. Enfin bon, bref, donc ils ne l'ont pas. Donc on est toujours dans cette tension de savoir est-ce que vraiment ça va dégager du temps pour le relationnel, est-ce que les professionnels sont vraiment là et prêts aussi à prendre ce temps-là au niveau relationnel, et est-ce qu'on est prêt aussi à changer peut-être aussi nos modalités de recrutement des professionnels pour que le côté humain soit encore plus important. Ah oui, des heures de discussion et de plaisir avec ça. Je voulais juste rajouter, parce que tu parlais de l'importance de rendre les choses simples. C'est un point fondamental, selon moi, parce que nous, une des choses qu'on avait réalisées, c'est que beaucoup d'applications, beaucoup de formations, beaucoup de choses qui existent, notamment dans le domaine de la santé mentale, et j'ai aucun doute dans le domaine de la santé aussi, sont souvent relativement difficiles d'accès. Je veux dire, globalement, si tu n'as pas un haut niveau de littératie, une bonne connaissance de la lecture, une bonne connaissance des ordinateurs, une bonne connaissance du français, un accès, c'est très difficile. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement grave parce que globalement, nous, une de nos grandes inquiétudes, c'est finalement, est-ce qu'on ne va pas aider les gens qui n'ont pas vraiment besoin d'être aidés et ne pas toucher ceux qui en auraient profondément besoin parce qu'ils n'ont pas accès à toutes les autres choses. C'est devenu même un problème tellement important qu'on a réalisé que je vous disais qu'on faisait de la co-construction pour essayer d'éviter ça. On a réalisé qu'on n'allait pas assez loin pour l'éviter, puis qu'on allait avoir besoin de passer 6 mois de plus pour encore simplifier, pour rendre ça accessible à tous. Et c'est une vraie préoccupation qu'on doit tous avoir, mais qui malheureusement prend ce temps de rendre les choses simples, accessibles, utilisables, y compris par des personnes qui viennent d'arriver au Québec, qui ne parlent pas français, qui ne savent pas forcément, je ne sais pas lire, ou peu importe, ou qui auraient d'autres difficultés. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours valorisé, parce que des fois, il n'y a ni d'intérêt forcément économique derrière,
ni forcément de grandes sources de subventions pour favoriser là-dedans. Fait que oui, c'est un point absolument fondamental. On était pas mal d'accord pour se dire, avant que le panel commence, que finalement la médecine devient ultra personnalisée sur mesure. Ça semble être une bonne chose, là, a priori, mais pas toujours. Il y a quelques enjeux, ça vient avec des enjeux, n'est-ce pas? Moi, il a dit que ça venait avec des enjeux. Moi, je reviens surtout sur les 4P, là, parce que c'est un peu ça qu'on voit dans la littérature, là, en lien avec l'intelligence artificielle et l'arrivée des nouvelles technologies. Alors, je ne veux quand même pas les oublier, là, mais c'est effectivement le fait qu'on va être capable d'être beaucoup plus prédictif, de pouvoir faire plus de prévention. Ça va nous permettre de pouvoir avoir une médecine de prévention, puis une médecine plus personnalisée. Mais c'est vrai que ensuite, quels sont les enjeux par rapport à ces 4P? Je vais laisser mes collègues y réfléchir aussi. Mais c'est vrai qu'on a la chance, en tous les cas, d'avancer dans ce domaine-là de façon assez spectaculaire. Puis, ce que j'avais trouvé aussi intéressant, il y a une revue spéciale là, qui a été publiée récemment sur l'intelligence artificielle. On disait, à partir de ces 4P, il y a aussi le fait que l'être humain ne sera jamais remplaçable. Et ça, c'était les 5C. Alors, les 5C, là, c'est la compassion, c'est l'esprit critique, je vais essayer de ne pas les oublier, là, c'est effectivement la compréhension de l'autre, c'est le fait d'avoir toujours une conscience aiguë, et finalement, le dernier, qui est excessivement important, c'est la confiance. Et c'est vrai que la confiance est vraiment quelque chose qui nous incarne tous en termes d'humain, et c'est grâce à la confiance qu'on est capable de pouvoir progresser et avancer. Donc, c'est grâce à et la technologie doit aussi nous aider à favoriser cette confiance. Et donc, il faut qu'on ait confiance dans la technologie. Bon. Je voudrais vous donner l'opportunité de poser quelques questions. J'en ai d'autres à poser, mais oui, je viens vous apporter le micro. J'avais une toute petite question. Alors, vous avez d'un côté IBM Watson en santé avec la possibilité de filtrer l'ensemble des données, de visionner des milliers de pages, de trier, de voir quelle information pertinente. L'outil d'intelligence artificielle qui, semble-t-il, permet de prévoir l'utilisation de certaines molécules. Vous avez aussi, par exemple, IBM aussi qui vient de lancer en janvier son premier ordinateur quantique qui va rendre disponible dès maintenant, bientôt, au cours des prochains mois, aux chercheurs qui vont pouvoir créer des modèles de recherche pour voir comment ça peut être utilisé, notamment dans la modélisation de molécules, qu'on puisse, sans même avoir besoin d'utiliser les substances, faire tout le modèle complet en instantané avec l'ordinateur, ce qui peut peut-être valoir la peine. Vous avez ici à bord... Oui, ma question porte sur l'intelligence artificielle et la collaboration de l'industrie. Vous avez d'une part un piège, qui peut être davantage un piège, entre l'industrie qui nous vend toutes sortes d'idées, qui a une vitrine technologique, et d'autre part les chercheurs qui ne veulent pas être pris pour être instrumentalisés là-dedans. Donc, vous avez Apple qui dit j'ai la montre qui calcule la fibrillation auriculaire et on a des modèles de ça. Puis là, ils cherchent des points d'appui. Il y a l'association médicale, les cardiologues et tout. Il y a telle autre association avec l'autisme. Puis là, à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine d'embarquer dans le train maintenant ou de garder ses distances par rapport à toutes ces technologies merveilleuses qui nous promettent toutes sortes de choses et probablement des choses intéressantes? Il faut faire un peu la part des choses. IBM Watson, pour le diagnostic, c'est pas encore très utilisé à ce que je sache. Puis je pense que dans tout ce qui est outils diagnostiques, dans le concours, il y aurait une espèce de grosse boîte noire où on met plein d'informations, puis il nous sort juste une réponse. Je pense qu'il faut rester très prudent. Quand on ne connaît pas trop le mécanisme, en 2019, je pense encore pour très longtemps, le diagnostic va prendre des gens pour s'assurer qu'on fait la bonne chose, pour s'assurer que ça a du bon sens à la fin. Pour ce qui est du partenariat avec différentes technologies, dont Apple, par exemple, qui travaille beaucoup avec UCSF, qui fait des grosses études actuellement, le eHeart Study, par exemple, puis qui a récemment publié des données sur leur Apple Watch Study, je ne sais plus le titre exact, où il y avait 400 000 patients. Je pense que ça vaut... Je pense qu'il faut faire la part des choses, il faut garder notre indépendance, puis il faut essayer de rester... de garder notre indépendance par rapport à ces compagnies-là. Mais je pense que pour avancer,
je pense qu'il faut probablement à un certain point travailler ensemble, prendre ce qu'il y a de bon, mais tout en restant très, très prudent, et notamment très prudent, ça, je pense que c'est l'aspect probablement le plus risqué, le plus important, c'est les données des patients, puis ce qu'on leur donne comme données. Les fameux C, avoir un esprit critique, là, je pense qu'il faut toujours le cultiver. Puis, S'il y a une autre question, je vais la prendre. Excusez-moi, Marc-Olivier. Oui. Vous parlez de travailler ensemble, et puis je trouve que c'est un bon sujet de réflexion. Je me demandais, d'entre vous, vous êtes beaucoup à avoir des profils dans le domaine de la santé, puis on parle aussi des technologies. Je me demandais, dans vos cas, qui est-ce qui a été les créateurs, dans le fond, de ces technologies-là, puis comment ça s'est passé, dans le fond, la liaison entre les deux parties? Est-ce que c'est vous qui avez amené l'idée ou c'est plus le côté du chercheur ou de l'entreprise, dans le fond, qui vous a approché? Je peux répondre de plusieurs façons. C'est que nous, en tout cas, dans les projets de recherche que l'on mène, on part soit d'une problématique clinique. Donc vraiment, il y a un problème qui a été mis en évidence par un clinicien, puis il voudrait vraiment avoir une réponse. Ou alors, on arrive par une problématique qui arrive par les patients, donc sur lequel ils aimeraient vraiment qu'on travaille. Et puis à partir de là, on va commencer à créer ce qu'on appelle un laboratoire vivant, c'est-à-dire donc d'avoir toutes les personnes qui, dès le départ, sont directement potentiellement, en tous les cas, intéressantes pour pouvoir faire en sorte qu'on trouve la meilleure solution, puis qu'on puisse la co-construire ensemble, puis la tester ensemble. Et ça demande effectivement d'avoir des personnes d'horizons très divers. Là, je me rends compte, par exemple, que je ne travaille pas suffisamment avec les gens de la communication, par exemple. J'ai rencontré hier une personne qui fait sa thèse en communication. Finalement, elle travaille exactement sur les mêmes choses que moi, mais elle les voit sur une autre facette. Et j'ai trouvé que c'était passionnant, parce qu'elle complète complètement ce que je fais. Donc, je me disais, justement, il faut vraiment que je regarde toutes les différentes façons de regarder le problème pour être capable de pouvoir le couvrir, parce qu'avec mes yeux, je vais en voir qu'un petit bout, le patient va voir un petit bout. Vous connaissez la belle expérience de l'éléphant, là, quand on regarde un éléphant avec les yeux bandés, chacun va avoir une autre façon de percevoir ce que c'est. Et c'est un peu la même chose dans nos problématiques. Mais revenir vraiment d'un véritable problème et d'un véritable besoin, ça, je pense qu'au niveau des cliniciens ou des patients, c'est la façon de le faire. Je prendrai une dernière question. Je pense que monsieur a levé la main plus d'abord. Puis en plus, j'avais plusieurs questions. Mais je vais être rapide. Juste une chose, parce que j'ai remarqué très rapidement que les premières choses que vous avez dites, ça a été de ne pas nuire aux patients. Donc ça se rapproche quasiment exactement du serment d'Hippocrate des médecins. Donc est-ce qu'on ne devrait pas avoir aussi un serment pour ceux qui développent ce genre d'application de la même façon? Et ça m'en vient à ma deuxième question, qui était l'aspect, vous avez parlé des éthiciens, mais finalement, pourquoi il n'y a pas de juristes aussi autour de cette table? Parce que ça va être un petit peu l'étape au-dessus de l'éthique, dans le sens où d'un moment, il va falloir qu'il y ait des règles juridiques pour régler ces choses-là. Est-ce que vous travaillez aussi avec des juristes? Donc voilà, c'était les questions que j'avais. Si vous faites une réponse courte, peut-être qu'on en prendra une autre question. Je dis ça comme ça. Pas de pression. D'un point de vue éthique, en tout cas au niveau de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui se développent. Il y a des groupes de recherche spécialisés là-dessus. Il y a eu notamment la Déclaration de Montréal qui est maintenant en travail pour se faire plus opérationnaliser. Ensuite, il y a aussi une responsabilité de chaque organisation. Comme par exemple, nous, on a décidé de créer notre comité éthique parce qu'il y a toujours des questions auxquelles toi, tu es confronté, que personne d'autre ne sera. Le côté légal est horriblement complexe parce qu'on est dans les franges de ce qui pourrait exister. Fait que oui, tu as besoin de travailler avec des gens, mais à un moment, tu as surtout besoin de commencer à créer des groupes de recherche là-dessus. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui existent. Fait qu'il y a un grand travail qui se fait là-dessus. Est-ce qu'il est suffisant? Ça, je ne sais pas. Oui, il y a une professeure à l'Université de Montréal qui s'appelle Catherine Régis, qui a une chaire... Pardon? Ah ben voilà, il faut la mettre en évidence et en valeur, parce qu'elle a vraiment fait un travail remarquable justement pour travailler sur tous les enjeux juridiques en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, vous aviez déjà la réponse à votre question. Et madame, vous aviez une question. Je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop par rapport aux données? Vous qui travaillez avec les patients, j'aimerais savoir quel est leur ressenti par rapport au fait que leurs données puissent être potentiellement publiques. Moi, je me dis, ok, peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait un risque, si je décide de partager mes données de santé, que mon assureur sache que j'ai telle ou telle maladie. Mais si ça peut servir à ce que je sois mieux suivie avec ma maladie ou que mes enfants, dans une génération, soient mieux suivis. Donc, je voudrais savoir quel est l'avis des patients là-dessus. Je dirais que la plupart du temps, quand on propose aux patients de participer à un projet de recherche,
participer à un projet de recherche pour ce genre de recherche-là où on utilise leurs données, surtout si on ne fait même pas d'intervention sur eux. L'objectif, c'est juste d'utiliser des données pour en savoir plus. La réponse est très positive. Puis, je dirais même au Québec, particulièrement, en général, c'est pas un problème. Les gens donnent facilement leurs données, puis nous font confiance, puis on essaie de mériter cette confiance-là en gardant les choses très, très confidentielles. Mais on reste quand même, la plupart du temps, dans des projets assez... où les données sortiront pas de murs, par exemple, sortiront pas d'institutions où ils sont sécurisés. Exactement. J'ai pas d'expérience, par exemple, pour des études beaucoup plus larges où les gens vont partager beaucoup plus de données, puis où, par exemple, l'industrie serait directement impliquée, comme les études qui sont faites avec Apple. Ça, je pense que pour qu'il y ait 400 000 personnes qui soient impliquées dans une étude, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés à le faire. Je pense que les gens font... L'impression que j'ai, c'est qu'en général, les gens font pas si attention que ça à leurs données. Puis le gros exemple que j'ai aussi, c'est tous les tests génétiques qui sont proposés, c'est 23andMe, Ancestry. Ces compagnies-là vendent ça souvent pas très cher. Je me souviens, quand j'étais aux États-Unis, tu allais à un match de football, puis ils te donnaient gratuitement un test génétique, puis ils allaient te donner tes ancêtres. Les gens ne réfléchissent pas que cette information-là, les compagnies sont intéressées à leur donner parce qu'ils sont intéressés à avoir leurs données, puis peut-être à faire autre chose avec ça. Donc, c'est un peu à double tranchant. Des fois, les gens font trop confiance, puis des fois, pas nécessairement confiance aux bonnes personnes. Oui, je vous laisse le mot de la fin, Marc. C'est bon. Non, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. La majorité des gens sont prêts à donner beaucoup d'informations tant qu'ils savent comment est-ce qu'elles vont être utilisées. La grande question, c'est, par exemple, quand tu signes sur iTunes, j'accepte tes termes et conditions, es-tu vraiment conscient de comment va être utilisée cette information? Je ne connais pas grand monde qui a ne serait-ce que eu ça, et j'en fais totalement partie, et ça, c'est un gros problème. Oui, effectivement, peut-être que parfois on fait plus attention que le patient lui-même, mais c'est parce que, justement, à moins qu'on arrive à pouvoir dire « voici exactement, et on peut te garantir comment tes informations vont être utilisées, et voici vraiment les risques que ça peut amener pour toi », puis qu'on puisse lui permettre de faire un choix libre et éclairé là-dessus, on préfère souvent être trop prudent que l'inverse. Et selon moi, pour l'instant, c'est un bon choix à faire, tant qu'on n'a pas changé notre façon d'aller demander ces données aux personnes. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'être venu écouter nos panélistes. On espère que vous avez appris plein de choses. Puis probablement que vous allez repartir avec le fait de faites attention à vos données. Je conclus sur le fait que le 12 juin, c'est la finale des projets des différents parcours entrepreneuriaux du centre. Donc vous pouvez venir. L'inscription se fait en ligne sur le site que vous connaissez le 12 juin. N'oubliez pas la date. Merci beaucoup.